أزول فلاون كما قلت ما خليتما كل ما نسنمير كما السادة نقشن كما أسكتو دا تمسمونين أسيبي تمسمون أكل الذي نخل حسين موزاي اللي دونك دوش كان نسنمير اللي راح لكم ولا نتان عيسى ولا ف donc Awel Amazir Malika, comment en fait excusez-moi mais là j'ai un peu de mal donc j'introduis toujours avec la langue maternelle mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui et de nous avoir rejoints, d'avoir répondu à l'invitation des associations de culture berbère, l'ACB et l'association Action culturelle Amazir laïque. Donc nous avons l'honneur de recevoir doctorant-chercheur Hussein Amouzaï qui va traiter donc de la langue amazigh, voilà l'enseignement de la langue amazigh au Maroc. Il est chercheur en linguistique amazigh au Centre de l'aménagement linguistique à l'IRCAM et il va plutôt traiter de l'aspect politico-juridique de la thématique puisque c'est d'actualité, on se pose beaucoup d'interrogations sur le recul de l'enseignement depuis l'officialisation de Tamazight en 2011. Nous assistons à une stagnation et on se pose beaucoup de questions sur donc ce recul et également la responsabilité du gouvernement, du ministère de l'Éducation. Donc pour un petit peu résumer le parcours de notre invité, il est actuellement inscrit en 5e année à l'école doctorale en sciences et de langue, en sciences des discours, communication, sous le thème la proposition relative en amazigh marocain, une approche comparative à la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, université Mohamed V au Maroc. En 2011, il a eu un certificat de spécialisation sur les instruments et mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme et des peuples autochtones délivré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève en Suisse. En 2010, un certificat de spécialisation en droit de l'éducation, éducation pour tous, éducation aux droits de l'homme au collège universitaire Henri Dunant à Genève également en Suisse. Donc diplôme de spécialisation droit économique, socio et culturel au collège universitaire Henri Dunant, toujours en Suisse. Donc il a un parcours assez riche, un master de langue de culture amazigh en juin 2009. À la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, à l'université Ibn Saoud. En 2007, il diplôme de DELF dans le cadre européen commune de référence pour les langues institut françaises d'Agadir. Donc pour résumer un petit peu, depuis le 1er septembre 2010, il est chercheur contractuel au Centre de l'aménagement linguistique, le CAL, au sein de l'Institut royal de la culture amazigh. Il est également membre de différentes organisations, membre du comité exécutif de l'IPAC, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Community. Il est également membre d'organisations, c'est un militant dans le mouvement amazigh marocain. Donc l'association ACAL aborde le 3e volet qui est consacré à la langue amazigh. On va rappeler un petit peu qu'en décembre 2012, on a reçu Myriam Temnati sur la langue amazigh dans le système éducatif marocain et Ahmed Rassid, la mazirité et les enjeux actuels. Le 28 avril 2013, l'aménagement du Tifinagh avec Mehdi Assé, qu'on a également fait ici en collaboration avec l'ACB. Donc aujourd'hui, le 3e volet qui lui sera axé plutôt sur la politique et l'aspect politique et juridique. Donc je laisse la parole à notre invité. Azul, Tanwir كيان استسمي كيان تقدر يدوكال غيدا مزيغ فرنسا حما نسيو المكرسين اللي دار اسمه مزيغ مزيغ المغرب استسمي كيان تيتن دروغ عوال دروغ مسمونت وكال مسمونت vers de France donc il y a de la thématique que je voulais partager avec vous aujourd'hui concerne l'enseignement en fait de l'amazigh
de l'intégration de la mazir dans le système éducatif marocain et les enjeux ou bien les propos actuels au niveau du Maroc, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que depuis 2010 il y a un blocage dans ce sens-là. Donc, avant donc je vais traiter d'abord l'officialisation de la mazir au Maroc. Donc, la lecture qu'on pourrait faire par exemple à l'article 5 de la Constitution, ce qui concerne l'officialisation de la mazir, et par la suite je vais passer directement à l'enseignement de la mazir et enfin des recommandations dans ce sens-là. Comme vous le savez, dans le préambule de la Constitution, c'est déclaré donc il y a une reconnaissance de la composante de la mazir. Donc vous avez le texte devant vous ici, donc la composante arabo-islamique, la mazir sahraoui hassanienne, donc c'est qui constitue l'identité marocaine. Donc là, donc il y a pour la première fois dans la constitution marocaine la reconnaissance de la composante amazigh. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est en fait l'article 5 de la Constitution qui porte sur l'officialisation de deux langues. Donc le Maroc a pour la première fois opté pour le bilinguisme officiel. Donc vous avez le texte ou bien une partie de l'article 5 de la Constitution du 2 juillet 2011, dans laquelle l'arabe demeure la langue officielle de l'État. Donc de même, la mazir constitue une langue officielle de l'État en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Donc si on revient sur les deux paragraphes, je pense que déjà linguistiquement parlant, le fait de parler, d'avoir un déterminant pour la langue officielle de l'État, pour la langue arabe, et en comparaison cette phrase à la mazir constitue une langue officielle. Donc là, il y a donc la langue officielle, il y a un déterminant ici, donc dans la langue officielle, qui réfère à un statut, si vous voulez, privilégié et conféré à la langue arabe. Donc, par contre, pour la mazir, au sujet de la mazir, l'emploi de déterminant indéfini dans le syntaxe nominal une langue officielle, donc peut être interprété comme un signifiant d'une langue parmi d'autres. Donc là, on pourrait demander alors quelles sont ces langues, si elles existent, et que c'est la liste ouverte ici, parce que là, il y a même des expressions linguistiques au niveau du sud, Hassania, également, qui est sortie de la langue française, qui est encore dans presque le domaine public, quoi, si vous voyez. Donc là, déjà, la lecture du point de vue linguistique nous permet de faire plus d'interprétation à ce niveau-là. En outre, ce qui concerne la mazir, je pense qu'il a un statut intéressant. Donc, quand est-ce, par exemple, où il est ce paragraphe-là, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Donc là, tous les Marocains donc, sont, si vous voulez, dans l'obligation de s'enrichir et connaître la mazir, langue et culture. Les dispositions restent à faire dans ce sens-là, surtout ce qui concerne le législateur, parce que le législateur marocain donne le programme législatif déclaré par le chef de gouvernement juste après les élections de 2011 et en 2012, il y avait un programme législatif donc déclaré par le gouvernement pugiliste, donc pour ce qui concerne déjà l'exécutif de certaines lois organiques, ce qui concerne plutôt la loi organique de la mazir, donc ils ont déclaré que d'ici en 2002, ils ont déclaré la fin de 2013, la promulgation de loi organique afférente aura lieu. Donc on est en 2012 là, avant, maintenant on est en 2014 et il n'y a rien jusqu'à maintenant, il n'y a aucune loi organique qui concerne la mazir. Donc parce que si
en lisant en fait le paragraphe, donc les modalités d'intégration du caractère officiel de la matière sera donc déterminé par une loi organique qui va vraiment déterminer les modalités d'intégration de la matière dans les systèmes éducatifs, dans les médias, dans les politiques publiques en façon générale. Donc, c'est la Constitution marocaine déclare une langue officielle en tant que patrimoine commun. Donc, on peut dire que le Maroc a opté, si vous voulez, si on se réfère au droit international, au bilinguisme officiel. Donc, le bilinguisme officiel, c'est connu au monde. Donc, et sur deux principes, si vous voulez, le principe de la personnalité et le principe de la territorialité. Ce qui concerne le principe de la personnalité, mais avant, j'aimerais bien donc que le choix de bilinguisme institutionnel fait qui est déclaré dans l'article 5, donc a évité d'assigner la matière aux Amazigh uniquement, parce qu'on parle de patrimoine commun de tous les Marocains. Donc là, donc la matière n'est pas assignée aux Amazigh pour qu'elles considèrent une minorité. Bon, elles ne sont pas une minorité du point de vue linguistique culturel, mais donc le Maroc a opté pour un bilinguisme officiel sur comme un droit personnel non territorialisé, donc il n'a pas lié à un territoire. Donc, si vous voulez, dans le principe du droit international, le principe de la personnalité se décline sur deux modalités: droit personnel territorialisé et droit personnel non territorialisé. Donc là, j'ai oublié donc non territorialisé et le bilinguisme officiel fond sur le principe de territorialité, pardon. Donc, le bilinguisme officiel est pratiqué par un membre d'une communauté linguistique dont la résidence est centrée dans une région ayant des frontières marquées sur le plan linguistique et culturel. Donc, je pense que le Maroc, dans la lecture qu'on peut faire à l'article 5, a opté pour les droits personnels non territorialisés. Donc, parce que une autre paragraphe, ce qui concerne l'article 5, donc il a parlé des expressions linguistiques, à savoir la sania et d'autres expressions linguistiques pour l'intégration de ces expressions dans les pratiques culturelles des régions. Mais les deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh, restent deux langues officielles selon la Constitution. Par contre, ce qui concerne déjà l'article 5 de la Constitution, je pense que les deux lois organiques qui seront un instrument juridique pour la mise en œuvre de la Constitution marocaine, de l'article 5 de la Constitution marocaine, définit, donc cette loi organique selon la Constitution définit le processus de mise en œuvre de caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement, dans les domaines prioritaires de la vie publique, et à ce fin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de la langue officielle. Donc, un mot-clé ici, c'est de remplir à terme. Donc, c'est très important parce qu'à terme, donc, je pense, c'est ma lecture personnelle, oblige le gouvernement de faire sortir une loi organique dans le programme législatif, donc de son mandat législatif avant les élections de 2016. Ça veut dire avant de voir un autre gouvernement. Donc, par contre, une autre loi qui est toujours liée à cet article, c'est de créer le Conseil national des langues et de la culture marocaine, donc chargé notamment à la protection et au développement de la langue arabe et amazigh et des diverses expressions culturelles dont je parlais tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas le principe de territorialité. On sait très bien que cette institution, le Conseil national de langue et de la culture marocaine, sa mission, c'est la protection et le développement de la langue arabe et amazigh et diverses expressions culturelles, parce que au niveau du sud du Maroc, donc il y a l'expression linguistique hassaniya,
est déclaré même dans le préambule de la Constitution que l'identité marocaine est andalo arabe, amazigh et hassani également. Donc, mais là, cet article considère l'hassaniya comme parmi les expressions culturelles marocaines. Donc, cette loi organique va déterminer les attributions, les compositions et les modalités de fonctionnement. Donc, c'était le ministère de la Culture qui était chargé à faire cette loi et n'a pas encore sorti. Donc, cette loi est tout. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une discussion, parce qu'il n'y a aucune indication, ni de la part du gouvernement, ni de la part d'autres organismes de la bonne gouvernance au Maroc qui donnent des signes quand est-ce qu'on aura ces deux lois organiques ou bien quand est-ce qui est le contenu de la loi organique qui concerne le caractère officiel et la loi qui concerne le Conseil national de langue et de la culture marocaine. Donc, généralement, il va se dire que l'officialisation de la Mazir est un acquis, une avancée importante au regard des sacrifices conçus par la génération des militants nazir. Loi organique qui définit le processus de la mise en œuvre de caractère officiel de cette langue, ainsi les modalités de son intégration dans l'enseignement et dans prioritaire. Donc, ça nous rappelle tous à poser des questions légitimes, non sur le plan de la revendication, mais plutôt sur le terrain concret, sachant que par exemple, le côté de l'enseignement, il y a toujours un blocage. Donc, la Mazir a intégré le système éducatif en 2003. Donc, on est plus de 2 ans maintenant, mais les statistiques qui ont été donc diffusées par les ministres de l'Éducation nationale sont inquiétantes et ça nous laisse à poser d'autres questions sur comment ça va être la mise en œuvre de caractère officiel de la Mazir. Parce qu'il y a un débat très fructueux au niveau de la société civile, parce que, surtout la société civile à Mazir. Est-ce que cette loi, par exemple, va tout remettre en question, à répondre les choses à zéro, parce qu'il y avait des acquis, même si sont fragiles, mais des acquis qui sont très importants en ce qui concerne la revitalisation de la langue et la culture amazigh. Cette loi prendra-t-il en compte les acquis réalisés ces dernières années, notamment de l'enseignement, donc l'intégration de l'enseignant, l'élaboration des manuels scolaires, au niveau de première, même s'il y a une absence d'une protection, si vous voulez, légale, donc la langue amazigh reste encore une fois dans la marge, ce qui concerne déjà toutes les politiques publiques déclarées par l'État. Cela demande combien de temps et quel budget. Donc ça, nous aimerons bien avoir des réponses de la part du gouvernement, mais jusqu'à maintenant, les revendications ont été faites et tout le plaidoyer a été fait dans ce sens-là. On n'a pas eu des signes de la part du pouvoir public pour répondre à des questions légitimes. Ils sont juste quelques questions, mais il y en a plein à ce niveau-là. Donc, tous ces problèmes que je viens de citer, ce qui concerne déjà la mise en œuvre de la loi organique qui concerne l'officialisation de la Mazir, nécessite peut-être que l'État marocain doit déclarer une politique linguistique officielle. Et c'est la raison pour laquelle on a des réponses de la part du gouvernement. Disons que la question de la Mazir dépasse le gouvernement et peut, en attendant un signe de la part des hauts pouvoirs au Maroc pour qu'elles peuvent donc donner un chemin que la langue amazigh a intégré l'enseignement et d'autres, et les politiques publiques en général. Je passe direct, parce que là je ne veux pas me tarder sur la question d'officialisation, mais ce qui concerne déjà les acquis atteints dans ce niveau-là, je pense que la politique officielle déclarée doit veiller à l'intégration de la Mazir officielle dans la vie publique.
Pourquoi? Parce que on ne veut pas que la Mazir soit une affaire culturelle et s'aligner uniquement sur la langue et les médias, mais qu'il soit intégré tous les domaines publics, à savoir toutes les politiques publiques de l'État doivent figurer la Mazir, parce en se basant sur le bilinguisme officiel, c'est qu'il y a égalité entre les deux langues, à savoir la Mazir et l'arabe. Ce qui concerne l'enseignement de la Mazir, je pense que le droit à l'éducation au niveau de la Constitution marocaine est reconnu à la fois de la Constitution comme un droit individuel à part entière, mais comme un moyen indispensable pour accéder à la jouissance des droits et libertés fondamentaux. Si on revient à la Constitution, dans le deuxième chapitre de la Constitution, droits et libertés et droits fondamentaux, donc de l'article 14 au 40, donc il y a un certain nombre de droits qui ont été garantis par la Constitution marocaine et libertés par la Constitution marocaine, dont le droit à l'éducation. Donc je cite ici par exemple l'article 31 de la Constitution marocaine. L'État et les établissements publics et les collectivités territoriales ouvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyens aux conditions leur permettant de jouir le droit. Donc parmi ces droits, il y a les droits à l'éducation, à l'attachement de l'identité marocaine au Constitution nationale. Donc là, si on revient au premier but de la Constitution, l'identité marocaine est déclarée. Donc il y avait arabo-musulmans, andalou, amazir, et donc vous avez vu le texte tout à l'heure, donc ça concerne déjà le premier but. Donc là, le droit à l'éducation, attachement à l'identité, donc là, à l'identité amazir, donc l'État sont de l'obligation de protéger ce loi vis-à-vis des citoyens. Cela implique également l'obligation de l'État sur les conditions de l'exercice de ce droit et l'égalité effective entre deux langues, à savoir la Mazir et l'arabe. Parce que ils peuvent, donc l'État implique ce principe d'obligation, ça fait l'obligation de l'enseignement, de l'éducation, mais sur la langue arabe par exemple, ou bien la langue française. Alors que le principe sera bien entendu, et donc qu'il y aura une volonté politique dans toutes les institutions, soit l'exécutif ou législatif, donc que le droit à l'éducation soit donc attaché à l'identité amazigh également. Donc on peut également se référer dans le contexte de l'enseignement au principe inscrit par les acquis, donc qui ont été fait en 2003 entre l'Institut royal de la culture amazigh et le ministère de l'Éducation nationale. Donc, parce que là, il y avait un travail qui a été fait en 2003 pour l'intégration de l'amazigh à travers les différentes circulaires qui ont été distribuées et envoyées par toutes les délégations et les académies marocaines ont l'obligation d'intégrer l'amazigh dans le système éducatif. Donc, parmi ces principes, il y avait l'obligation d'enseigner la langue amazigh dans toutes les écoles marocaines, la généralisation verticale et horizontale de la langue amazigh, l'unification, donc dans la perspective de la standardisation progressive, c'est-à-dire l'unification des variations que constitue l'amazigh marocain, et également la graphie des finards, donc dont c'était tranché en 2004, donc quand il y avait la décision officielle qui était fait par l'ERCAM, après donc validé par le roi. Donc la graphie officielle sera pour toujours Tifina. La graphie officielle de l'amazigh sera toujours la graphie Tifina. Donc je pense que toute remise à cause d'Atsizaki sera considérée comme un avortement de processus de l'officialisation de l'amazigh. Donc la fameuse loi dont j'ai parlé tout à l'heure,
tout le corps de la société civile marocaine qui travaille spécialement sur la question de la langue et la culture, donc se met d'accord sur 6 principes, à savoir l'obligation, la génération, l'unification et la graphité finale. Dernièrement, il y avait des propos qui ont été exprimés par le ministère de l'Éducation nationale dans sa vision de 2015-2030 pour la réforme du système éducatif marocain, mais il n'y a aucune mention qui concerne la question de la Mazir. Donc ça nous donne tout le monde met d'accord qu'il faut vraiment que la Mazir soit dans cette vision, donc déclarée par le ministère de l'Éducation nationale, parce que le ministère de l'Éducation nationale ne prévoit pas la généraliser la Mazir dans les programmes soit d'études ou bien les programmes stratégiques. Donc je sais ici 2015-2030. Donc les propos du ministère de l'Éducation nationale sont basés sur d'une lacune juridique pour la Mazir, donc en disant que puisque la Mazir n'a pas encore une loi organique qui va définir les modalités d'intégration, donc le ministère n'a pas obligé d'intégrer la Mazir dans sa vision. Donc là, même s'il y avait l'intégration de la Mazir depuis 2003, donc ils ont laissé tomber tous les efforts qui ont été faits par les ministères s'avère passer dans les gouvernements précédents, et donc la Mazir ne figure pas dans cette vision. Également, si on revient toujours à la question de l'éducation au Maroc, ce concerne la réalité, donc dont par exemple les chiffres déclarés par le ministère de l'Éducation nationale sont inquiétants. Donc en 2012 par exemple, ils ont déclaré que 5% d'écoles disposent d'un enseignant conséquent de la Mazir. Les enseignants de la Mazir représentent à peine 3% d'effectifs. 14 des élèves s'inscrivent dans le premier suivant les cours de la Mazir. Donc ça, c'est des statistiques officielles déclarées par le ministère de l'Éducation nationale, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Donc l'ERCAM a fait un grand effort en formant des instituteurs partout au Maroc, dans les académies régionales, mais on n'arrive même pas à couvrir 10% du territoire marocain, si vous voulez, ce qui concerne l'intégration de la Mazir. Donc ça explique qu'il n'y a aucune volonté politique de la part des pouvoirs publics pour intégrer la Mazir dans l'éducation. Comment ont-ils intégré la Mazir dans les politiques publiques? Donc un certain nombre de graves préoccupations sont exprimées par exemple par les activistes Mazir au niveau du Maroc, à travers les organisations de la société civile, au sujet du droit à l'éducation par la langue Mazir. Il s'agit notamment du manque de contrôle et d'initiatives prises dans le domaine de l'enseignement de la Mazir, l'absence de consultation des parents d'élèves sur les propositions de texte. Donc, quand j'ai dit les propositions de texte, des circulaires, donc, sur l'enseignement de la Mazir, parce que quand la Mazir a intégré le système éducatif marocain, l'instrument juridique sur lequel se base, c'est les circulaires du ministère de l'Éducation nationale. Donc, à part ça, il n'y a rien. Mais après 2011, il y avait la Constitution, donc là, quand la Mazir est reconnue officiellement, donc ces circulaires sont dépassées parce qu'il y a un instrument plus fort que ces circulaires. En plus, en attendant la fameuse loi là. Donc, ce qui concerne l'absence de consultation des parents d'élèves sur les propositions de texte, les circulaires doivent être faits plutôt, par exemple, avec des associations des parents d'élèves pour que, dans leur point de vue, ce qui concerne l'enseignement de la Mazir. Donc là, c'est parce que la Mazir est optionnelle, il n'y a pas une obligation née de la part des directeurs d'école pour obliger les enseignants à faire
à enseigner la mazir. Les instituteurs même qui ont été chargés et formés par les camps pour suivre pour enseigner la mazir aux écoles, ils n'ont pas suivi à la lettre ces circulaires, donc il y avait un problème de coordination, même de la résistance de la part de certains enseignants, même sans bénéficier des formations. Il y a un manque d'équipement, des ressources financières de l'enseignement de la mazir dans les délégations et les académies régionales. Il y a également un manque général d'attention apportée pour l'enseignement de la mazir et l'attention à tous les élèves de l'école publique. Généralement, donc, il y a un manque général d'attention pour l'enseignement de la mazir, soit de la part de l'élève, soit de la part de l'enseignement. Donc, il n'y a pas une volonté, une politique donc, déclarée au sein du ministère pour vraiment intégrer la mazir de l'enseignement. Des matériels et supports pédagogiques qui ne reflètent pas la culture mazir. Donc, il y a encore donc, même du support pédagogique, donc des affrontements et des idées des idées dépréciatives ce qui concerne la culture mazir. L'insuffisance du financement de la mise au point du programme d'enseignement de la mazir. L'insuffisance de formation des enseignants de la mazir. Également manque de bourses pour les étudiants des études de la mazir au niveau de l'université. L'insuffisance de création des programmes d'études culturellement appropriés. Donc là, comme j'avais signalé tout à l'heure, l'ERCAM a fait un grand effort en ce qui concerne l'intégration de la mazir par la rédaction du manuel scolaire du primaire pour les 6 premières années. Donc, elle a travaillé conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale. C'était ça au départ 2003-2007, un petit peu jusqu'à 2010, mais jusqu'à 2010 c'est bloqué. Il y a, ça je fais allusion par exemple à un rapport donc, qui a été fait par experts indépendants dans le domaine du droit culturel. Donc une recommandation a été faite au Maroc en ce qui concerne la question d'enseignement. Il a recommandé au Maroc de fournir des fonds et d'assistance adéquate dans le cadre d'une mesure de renforcement des capacités pour promouvoir l'utilisation de la langue amazigh dans l'éducation et la vie publique. En particulier, une assistance financière supplémentaire devrait être apportée à l'ERCAM afin que ces ouvrages et publications soient largement distribués dans les zones rurales. Le problème qui s'impose, c'est que même l'ERCAM a publié beaucoup de supports pédagogiques pour l'enseignement par exemple, mais il n'arrive pas à les distribuer partout dans le Maroc parce que de la part du ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas une volonté de coopération et une volonté de collaboration avec l'ERCAM. Dans le cadre des réformes qui convient à l'autorité décisionnelle, dans le Conseil national des langues et la culture marocain, il convient d'adopter une politique proposée visant à promouvoir la langue amazigh. Vous savez que le Conseil de langue et la culture marocaine, donc, il va regrouper toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de la langue et la culture, à savoir l'Académie Mohamed VI de l'arabe, l'Institut royal de la culture amazigh, peut-être l'Institut de l'arabisation. Donc, toutes ces institutions, le Conseil de la langue national des langues et de la culture marocaine va regrouper toutes ces institutions pour donc faire une politique linguistique de l'État. Mais reste que savoir les pouvoirs de ce conseil, est-ce qu'ils seront consultatifs ou décisionnels? Si on se réfère à l'article 5 de la Constitution, si pas encore déclaré, c'est même si tu as conseil, ça ne fait pas partie des institutions de la bonne gouvernance. Si on compare par exemple le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil économique et social et d'autres conseils
qui ont chargé à donner des avis ce qui concerne les politiques publiques et ce qui concerne en général toutes les lois, tout ce qui se passe au niveau politique dans les réformes que l'État a envisagé de faire. Donc, le Conseil, on se pose la question, est-ce qu'il va avoir une autorité décisionnelle ou bien consultative? Donc, ça, c'est des questions qui n'ont pas de réponse, mais en attendant d'avoir la loi organique qui concerne donc ce Conseil. Donc là, on verra bien est-ce qu'il y aura une autorité décisionnelle ou consultative. Pour les recommandations, donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont été exprimées par différentes ONG, différentes organisations de la société civile pour garantir aux élèves marocains une sécurité linguistique et culturelle. Il y a un enseignement adopté à la culture et donc il faut que les programmes de l'enseignement ayant pour le fondement reflètent suffisamment les valeurs culturelles des Marocains. Donc des crédits budgétaires qui correspondent aux obligations de l'État en matière de droits de l'homme sont également nécessaires pour garantir la réalisation de droits à l'éducation par la langue amazigh. L'amendement, par exemple, et la révision de la charte d'éducation nationale, la charte d'éducation et de formation. Donc, le plan d'urgence également, le livre blanc, afin d'intégrer horizontalement et verticalement l'amazigh dans le système éducatif marocain. Comme j'avais signalé tout à l'heure, donc il y a une vision un plan, donc si vous voulez, une vision déclarée par le ministère de l'Éducation nationale pour 2015-2030, qui s'inspire de la charte d'éducation nationale de 1999. Donc, il faudra une révision de cette charte-là et que l'amazigh, parce que dans la charte, l'amazigh n'est pas cité du tout en tant que langue d'enseignement qui va figurer dans les programmes, soit programmes d'urgence, soit dans différents programmes déclarés par les ministères. Mise en conception d'une conception référentielle pour enseigner la langue amazigh, mise en place d'une mesure objective pour mesurer et maîtriser les 4 compétences, lecture, expression écrite, orale et l'écoute, mise en place des salles équipées, laboratoires de langue de l'enseignement au niveau de l'université par exemple, confirmement au niveau de technologie de l'information et de communication, création de cellules d'inspection, de soutien dans l'enseignement de la langue amazigh dans différentes académies régionales d'éducation et de formation. L'ERCAM a formé beaucoup d'inspecteurs au niveau du Maroc qui concerne pour les initier à la langue et la culture amazigh, mais les programmes, donc l'inspection reste encore handicapé ce qui concerne la langue amazigh au niveau de l'école marocaine, sachant que l'amazigh n'est pas encore généralisé. Même comment pensons que l'inspection va avoir le jour, sachant que la création des cellules d'inspection dans les académies régionales, ça va obliger les instituteurs à enseigner l'amazigh, au moins pour les instituteurs qui ont été chargés à cette mission. Cette cellule, par exemple, sera chargée de suivi, de présentation d'expertise, il y aura question scientifique et logistique, la réception, par exemple, des plaintes concernant tous les problèmes ou bien tout type de fictiosité présentée et sera se présenter dans, par exemple, des rapports semestriels. Et l'application de la langue amazigh dans tous les examens et les concours, c'est pas encore, par exemple, l'examen de primaire, de collège et même au baccalauréat, l'application de l'amazigh comme une langue dans tous les examens. Et c'est souhaitable,
l'obligation de faire étudier la langue amazigh dans l'enseignement privé et faire respecter par les cahiers de charges l'enseignement de la langue amazigh aux Marocains résidant à l'étranger. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire qu'est-ce qui se passe ici au niveau des ambassades du Maroc ici en France et ailleurs en Europe. Donc, découragement et diffusion de la culture civique des droits de l'homme en langue amazigh. Il y a des associations qui ont fait beaucoup de travail dans ce sens-là pour la diffusion de la culture des droits de l'homme par la langue amazigh. Ils ont fait des petites livres comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a d'autres instruments juridiques internationaux dans ce sens-là. Généralement, c'est juste un état des lieux pour la suite des recommandations et une lecture générale de l'article 5 de la Constitution. C'est juste des idées que je voulais partager avec vous et j'aimerais bien avoir un respect, avoir un échange avec vous ce qui concerne la question de l'amazigh et l'enseignement de l'amazigh au Maroc en général. Merci, nous remercions notre invité, M. Hussein Hamzaï, qui nous a apporté quelques éclaircissements sur les raisons de ce recul. Vous avez parlé tout à l'heure de certains articles de la Constitution. Donc, le numéro 5 avait déjà soulevé beaucoup d'interrogations. L'arabe demeure la langue officielle de l'État. Qu'est-ce que nous sommes censés comprendre? La loi organique est bien indiquée, elle n'est toujours pas en vigueur. Et l'article 31, l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit à la santé, entre autres, à la protection sociale, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables. On peut se poser la question de savoir si l'article 31 n'est pas un petit peu discriminatoire, puisque c'est écrit noir sur blanc. Moi, la question que je vous pose, c'est on a une constitution qui est là. Pourquoi qu'est-ce que l'on peut faire pour que les choses avancent? Un communiqué a été fait par l'OADL le 20 septembre 2014. Il est disponible tout à l'heure, nous vous le distribuerons pour alerter le ministère de l'Éducation sur la gravité de la marginale, l'écart en fait de la langue amazigh. Il y a quelques mois, la militante et artiste Aïssa Fatima Tabarmrant s'est exprimée en amazigh au Parlement. Elle a été interdite. Donc, beaucoup d'interrogations. Au niveau des MRE, effectivement, nous devons peut-être au niveau international, européen, international, mobiliser le mouvement amazigh pour qu'il y ait un peu plus d'écho et un peu plus d'avancement. Voilà, je vous remercie. Nous allons essayer de répondre aux questions et réactions du public. Ça le mérite. Donc, si des personnes ont des questions, n'hésitez pas. Non. Personne. Est-ce qu'il existe un mouvement associatif berbère, plus ou moins actif parce qu'on n'avait parlé que du côté institutionnel, mais du côté de la population elle-même, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, etc. Oui, bon, donc peut-être que dans mon intervention, je n'ai pas beaucoup assisté sur le travail qui a été fait par la société civile ou bien le mouvement amazigh en général au Maroc, mais généralement, le mouvement amazigh et bien la société civile
a fait beaucoup de plaidoyer en ce qui concerne la mise en œuvre d'officiation de la Mazir. Donc il y a même des associations qui ont élaboré des lois et les proposé des lois alternatives et les proposé au gouvernement pour qu'il s'inspire de leurs propositions. Également, la société civile a fait beaucoup de plaidoyer en sortant des communiqués de presse, faire des points de presse qui concernent par exemple l'enseignement dernièrement, et également de plaidoyer auprès des partis politiques pour les convaincre à faire sortir les deux lois qui concernent la mise en œuvre de la langue amazigh. Et il y a même un débat au sein du Parlement dans lequel la société civile a essayé donc, de donner son point de vue et convaincre les partis politiques, surtout de l'opposition, pour qu'ils fassent beaucoup de pression sur la majorité pour faire sortir cette loi organique. Donc la société civile est très active et elle a fait beaucoup de travail déjà ce qui concerne le plaidoyer de la maison de caractère officiel de la Mazir, mais il y a toujours un silence de la part du gouvernement, sachant même que la Constitution donne le droit à la société civile de proposer les lois dans une approche participative. Et le droit le devoir, j'allais dire, du gouvernement de comparer et faire des consultations auprès de la société civile et souhaitable et même déclarer de la Constitution, mais jusqu'à maintenant, la société civile n'est pas encore convoquée de la part des pouvoirs publics pour ce qui concerne déjà la loi qui va y avoir le jour, ce qui concerne la nation. Bon, moi je dis la chose, je pense que, en tout cas en Algérie, c'était sous la pression effectivement de la population que l'officialisation a été faite, à moitié, hein, parce que c'est pas encore officialisé, c'était le renseignement généralisé. Parce que le but, ça serait ça, c'est que l'enseignement soit généralisé, pris en charge par le pouvoir politique. Au Maroc, je pense que il n'y a pas eu de pression de la population, effectivement, pour l'enseignement de leur connaissance, quoi. Je pense que c'est le roi, le gouvernement et le roi qui a voulu un petit peu doubler l'Algérie sur la pression du peuple. Donc il voulait un petit peu faire comme eux, parce que les Amazirs sont bien plus, je parle des amazigophones, hein, sont beaucoup plus, je dirais, enfin la langue amazigh au Maroc, elle est peut-être beaucoup plus authentique, dans le sens où elle n'a pas été vraiment comment dirais-je, mélangé à d'autres langues, comme en Algérie. Par exemple, en Kébéli, il y a pas mal de mots qui ont été intégrés, que ce soit du arabe ou du français. Hein. Tandis que les amazigh marocains sont vraiment la mazir, disons, je dirais pas pure, parce que toutes les langues vivantes, normalement, elles ne sont pas toujours pures. Voilà, donc ce que je voulais poser comme question, nous on a des relais ici, on a les ACB qui prennent le relais pour la revendication de cette langue et de cette culture. Tandis qu'effectivement, Madame parlait des associations, est-ce qu'il y a des associations marocaines? Là vous pensiez vous au Maroc, mais moi je pense en France, en tout cas en Europe, parce que c'est le seul moyen pour faire pression. Et si les États, l'Algérie, le Maroc, ont tenté un petit peu d'officialiser ces langues, c'est parce qu'en Europe, elles sont reconnues, les langues minoritaires sont reconnues, donc avec la liberté de l'enseigner. D'ailleurs, nous, à l'ACB à Nancy, on avait, disons, à l'ACB, hein, il y avait des permanences avec des enseignants, à un moment donné, qui enseignaient amazigh pour la faire passer au bac ici, hein, je parle, en tant que langue étrangère. Donc, quels sont les moyens, vous, que vous avez, quelles sont les actions que vous avez menées, effectivement, pour qu'en France, elles soient, disons, elles sont enseignées dans le lycée, mais ça se fera que par nos actions. Hein, parce qu'il faut déjà un public, il faut déjà des élèves qui ont besoin de ça au bac,
et qui le passeront, mais en même temps, il faut des enseignants. Le plus difficile, l'éducation nationale française n'a pas les enseignants sous la main. Donc, qu'est-ce que vous pensez effectivement, comment faire pour effectivement exécuter ces enseignements et que les, enfin, je dirais, avec les associations marocaines en France, qu'elles aillent effectivement demander effectivement l'éducation nationale, au rectorat, je ne sais pas, pour enseigner cette langue. À Paris, je ne sais pas effectivement si effectivement on est enseigné dans certains lycées. Je vais essayer de répondre pour la partie France. Il y a effectivement des associations amazières marocaines en France, il y en a un paquet. Maintenant, chaque association a ses objectifs. On en a très peu qui sont tournés ou qui sont sensibles à la cause, je veux dire la question identitaire amazière, d'une part. D'autre part, celles qui ont essayé, étant minoritaires. Il faut savoir que normalement, avec l'officialisation, les associations qui disposent de moyens humains, c'est-à-dire des enseignants, et il y en a au sein des associations, normalement un budget est débloqué pour permettre à ces associations, par exemple, déjà de lancer au niveau associatif. Au niveau de l'éducation nationale, le problème est beaucoup plus complexe. Hein. Je pense que c'est pas au niveau associatif que ça va se régler, mais il est vraiment nécessaire effectivement que le mouvement amazigh marocain en France se mobilise et fasse des actions envers le ministère de l'éducation nationale au Maroc et de l'ambassade du Maroc à Paris. Voilà. Oui, je pense que les associations en France sont invitées à faire un plaidoyer dans ce sens-là, en alternance avec les associations au niveau du Maroc, ou bien la société civile au niveau du Maroc, sachant qu'il y a des fonds qui ont été consacrés par exemple par la Conseil de la langue arabe, par le ministère du Maroc résident à l'étranger. Donc il y a un fonds, il y a même des enseignants qui se déplacent en Europe ici pour enseigner la langue arabe. Donc comme la Amazigh est aussi officielle, donc il devrait y avoir également des fonds qui vont être consacrés pour l'enseignement de l'Amazigh dans les pays où il y a des Marocains partout dans le monde. Le ministère de l'Éducation nationale également organise des concours pour les enseignants qui s'intéressent ou bien qui sont intéressés à voyager ailleurs, dans d'autres pays pour enseigner cette langue-là. Mais dans le communiqué ou bien dans le concours, il n'y avait pas l'Amazigh. Le mouvement Amazigh au Maroc a fait beaucoup de pression que l'Amazigh doit également être à côté de l'arabe et qu'il soit une langue d'enseignement, une langue pour l'enseignement des Marocains résidant à l'étranger. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que au niveau déjà de déclaration de certains ministres du gouvernement, ils disent qu'ils n'ont pas un problème par rapport à l'Amazigh, et il faut juste que la convergence avec la politique publique de l'État. Mais en attendant toujours la fameuse loi. Donc, pour tout ce qui concerne maintenant l'intégration de l'Amazigh dans la politique publique de l'État, que ce soit au sein de Maroc ou de Maroc, donc il y a une excuse ou bien il y a le prétexte de la loi organique qui n'a pas encore eu lieu. Oui, ça, la marocanité, justement, l'identité marocaine, c'est ça qu'il faut revoir, parce que dans ce qui a été dit, effectivement, c'est un peu flou, mais quelle est l'identité marocaine? Ouais. Parce qu'ils sous-entendent l'arabo-islamité du Maroc, en fait. C'est ça qu'ils officialisent, en fait, en rejetant l'identité, la vraie identité, la première majoritaire. Voilà. Et parler d'Andalou, par exemple. Quelle identité andalouse? L'espagnol ou l'ancienne colonisation, ou l'ancienne colonie, disons, de l'arabo-islamisme. C'est quand même... elle est là, en fait, la confusion. On part
l'identité andalouse, mais on n'explique pas. On parle d'identité marocaine, mais on n'explique pas. Quand on laisse dans le doute ce côté, effectivement, rattachement idéologique à l'arabo-islamité de l'Andalousie et du Maroc. Et ça, c'est grave, quoi. C'est grave à notre époque, quoi. Oui, c'est grave. Et ça donne de l'eau au moulin des salafistes, de tout. Justement, c'est déclaré dans le plan de la Constitution. Oui, oui. Donc, parce que c'est. Mais comment ça s'appelle, donc le fond constitutionnel qui protège la Mazir donc concerne l'article 5 de la Constitution. Donc il est officiel, il est le patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Donc c'est une déclaration de la part de l'État de bilinguisme officiel. Donc, oui. juste que en termes d'égalité, il faut que l'arabe et la Mazir être dans l'égalité dans toutes les politiques publiques. Mais il y a un arsenal juridique qui reste encore à faire ce qui concerne la Mazir. Par contre, l'arabe, il a un arsenal juridique très puissant. Il n'a pas besoin d'être protégé. Par contre, la Mazir, il doit bénéficier de plus de moyens. Plus de moyens et je pense que c'est déjà donc regardez l'article, l'arabe demeure la langue officielle de l'État. L'État ouvre voilà, à la protection et développement de la langue arabe. C'est déjà protégé, il a tous les moyens, ainsi que la promotion et son utilisation. Par contre, la Mazir, donc le processus de la mise en œuvre de la carte officielle de la langue, ainsi que la modalité de son intégration, donc autonomie de la vie publique, permettre de remplir entièrement, vous voyez, donc ça à terme, donc ça nous pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il voulait dire par à terme? Est-ce que c'est dans c'est toujours dans la confusion, on a toujours travaillé un petit peu en trichant, quoi. Bon, comme il faut en Algérie, par exemple, bon, officialisation, mais pas au même titre que l'arabe, mais en même temps, elle n'est pas enseignée, normalement c'est ça, une langue, du moins qu'elle est officielle, on doit la généraliser dans tout le pays. Que ce soit pour les arabophones, pour les francophones, pour les berbérophones, tout le monde devrait effectivement y avoir accès. La preuve, c'est que la langue l'arabe est imposée à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi le mazir ne serait pas imposé à tout le monde. Voilà. Comme d'ailleurs le français est libre, celui qui veut faire du français est libre. Ouais. Bon, voilà. Je sais qu'en France, je ne vais pas monopoliser Oui, bonjour. Voilà, donc je suis Mostafa Elmouna de l'association Raquel. Je voudrais poser une question sur dans un aspect juridique. En fait, concernant la Constitution, on sait que les militants amazirs au Maroc, en fait, avaient voté contre ou ils se sont abstenus pour cette constitution quand elle a été proposée aux Marocains. Ce que je voudrais savoir, c'est comment, je sais quand il y a une constitution, il y a des lois, ce qu'on appelle les lois organiques dont on a parlé tout à l'heure, et je voudrais savoir, bon, peut-être que c'est pas une priorité pour l'État, disons, de légiférer sur de pondre ces lois organiques. Peut-être que ce n'est pas une priorité. Il y a sûrement des lois organiques qui ont été à l'issue à la suite de cette constitution. Peut-être que, d'après ce que j'ai compris, la mazirité, l'officialisation de la mazirité et en tout cas la loi organique qui fixe et qui corrobore cet article 5. Je voudrais savoir quelle est dans la perspective, dans combien de temps en fait cette loi sortira. Peut-être que j'ai pas bien suivi tout à l'heure, mais je voudrais savoir exactement quand est-ce que cette loi organique
qui concerne l'article 5 sera mise en œuvre. Sera donc parmi, disons, quand est-ce qu'il y aura cette loi organique qui fixe justement et qui précise, disons, cette officialisation et cette obligation des écoles, des lycées, etc., pour enseigner l'amazigh au Maroc. Bon, donc pour donc la mise en œuvre de l'acteur officiel de l'amazigh, donc les dispositifs normalement doivent donc être mis en œuvre dans le législateur 2012-2015. Donc même le programme législatif, comme j'avais dit tout à l'heure, proposé, l'exécutif fixe donc le 31 décembre 2013 pour la promulgation de la loi organique qui concerne l'amazigh. On est en 2014, donc il n'y a rien. Donc dans le programme législatif, déjà déclaré que la loi organique va y avoir le jour donc en 2013, donc on est en 2014, il y a encore rien, donc fin 2014. Par contre, ce qui concerne toujours la question de l'amazigh, il y est, parce qu'il n'a pas lié uniquement à la loi qui concerne le caractère officiel de l'amazigh, mais il est lié également à la loi qui concerne la création de la consécration de la langue et la culture marocaine. Donc là, cette institution donc va regrouper toutes les institutions qui travaillent dans le domaine de la culture et de la langue, et par la suite, il va déclarer dans quelle politique ou bien dans quelle disposition sera le paysage linguistique marocain dans le domaine de l'enseignement, le média, et ainsi de suite. Donc, toutes ces dispositions, ça ralentit un petit peu que les lois organiques soient en vigueur et que nous inquiétons sur le contenu de ces lois. Puisque, par exemple, là, il n'y a pas vraiment, il y a l'arabe, l'amazigh, les expressions linguistiques, les langues étrangères, dans un seul référentiel. Donc là, ça va être difficile. Donc nous, en tant que mouvement amazigh, on plaidoye pour la discrimination positive, ce qui concerne dans les politiques publiques, ce qui concerne la langue en général et la culture. Parce que l'amazigh remonte dans l'histoire et que c'est un héritage culturel que jusqu'à avant 2003, il reste encore une langue orale, il n'est pas intégré le pôle et ainsi de suite. Donc la discrimination positive peut être une solution que l'amazigh va être au niveau. Parce que quand par exemple nous sommes dans un débat comme celui-là, ils disent que l'amazigh n'est pas apte à intégrer par exemple tout ce qui est institutionnel. Mais au contraire, donc l'amazigh a tous les moyens pour qu'il joue son rôle dans toutes les institutions. Le travail qui a été fait par l'ERCAM et d'autres associations amazigh permet d'avoir par exemple un bagage au niveau du lexique, de grammaire, pour que la langue soit une langue standard et une langue qui va intégrer tous les domaines. Donc moi je pense que le blocage est au niveau du gouvernement par ce qui concerne déjà les deux lois, donc le blocage est de la part du gouvernement. Donc on attend d'ici 2016 donc la sortie de cette fameuse loi pour qu'on sait comment seront les attributions en général de la langue amazigh dans les politiques publiques de l'État. Donc il y a une échéance pour ça, quoi. Est-ce qu'elle est fixée en fait? De cette échéance déclarée, c'était en 2022, donc dans le programme législatif. Par contre, jusqu'à maintenant, on ne voit rien. Et là, donc, ça date parce que de 2002 à 2011, c'est ça, non? Pardon? C'est en 2011 qu'a été pondu le fameux article là. Oui. Oui, ça veut dire qu'il y a eu. Oui, il y a presque 9 ans, c'est ça? La nouvelle constitution, c'est en 2011. Où ça s'est renseigné quand même? Non, l'amazigh a intégré le système éducatif marocain en 2003, donc jusqu'à maintenant. Donc, mais le problème, c'est que dans
le gouvernement donc, de 2003-2007, il y avait Ismaël Alaoui, donc le ministre de l'Éducation nationale, il a fait tout pour que la Mazir intègre le système éducatif marocain. Par la suite, il y aura deux gouvernements, donc le gouvernement de Basel Fassi, puis maintenant le gouvernement PGD, ce sont pas bloqués. Oui, c'est pas, disons, c'est une décision mais c'est pas une décision du roi, quoi. L'enseignement de la Mazir est basé, comme j'avais dit tout à l'heure, basé sur des circulaires ministériels qui ont été faits par le ministère de l'Éducation nationale en obligeant les déclarations d'enseigner la Mazir. Mais là, il y a un vide juridique, si vous voulez. Donc maintenant, il y a la Constitution, la donne c'est la Constitution, mais même s'il y a la Constitution, la reconnaissance de la Mazir dans la nouvelle Constitution, il dit en attendant à sortir de la loi organique. Donc il y a toujours un prétexte pour bloquer la Mazir. J'ai une autre question. Voilà, donc moi je vais poser une question justement que bon, peut-être que je suis le seul à poser. Au fait, à propos des caractères utilisés dans la transcription de Mazir, je pose toujours la question de savoir si les caractères Tifinagh ne sont pas un peu, disons, une sorte de blocage de l'apprentissage et de la lecture, surtout la lecture dans les médias, même dans l'enseignement, disons, aux élèves, aux petits-enfants, en fait. Si le caractère international latin n'est pas plus accessible, et si Tifinagh n'était pas, disons, un facteur de blocage de l'apprentissage de la Mazir. Ça, c'est une question que je me pose. C'est vrai que Tifinagh, c'est l'écriture berbère, c'est tout un symbole, etc. Mais pour faciliter et pour développer le berbère, à mon avis, le caractère latin est plus accessible et peut-être il peut accélérer, disons, l'apprentissage de la langue. Et puis voilà, donc il y a des réticences au fait énormes, d'après ce que je vois, hein, d'après ce que je constate. Il y a cette difficulté au fait, disons, d'apprendre ce caractère qui est tout un apprentissage, au fait, qui est difficile, alors qu'on a la transcription en latin qui est très facile et qui est à la portée de tout le monde, puisque on l'utilise dans toutes les autres langues, y compris, je sais pas moi, voilà. Donc d'autre part, je voudrais justement parler de la mazérité en Algérie. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des images à la télévision. En Algérie, il y a des panneaux où c'est écrit en Tifinagh et c'est écrit en français aussi, etc. Donc des plaques de direction, etc. Là, au Maroc, on n'a pas ça. C'est un peu paradoxal. Oui, là, je pense que le choix de Tifinagh, c'est un choix politique. Donc, il a été fait en 2004. Il y avait une étude qui a été faite par les chercheurs de l'ERCAM, donc basant sur des arguments académiques, purement académiques, pour faire ce choix-là, donc le choix de Tifinagh. Après, ils ont envoyé leurs avis ce qui concerne la transcription pour le roi, et c'est validé par le roi, et le caractère officiel c'est Tifinagh maintenant. Ce qui concerne l'apprentissage, moi je pense qu'il n'y a pas des études et même des enquêtes qui ont été faites dans ce sens-là pour savoir est-ce que les enfants, bien les élèves, ils ont un problème par rapport à la caractère Tifinagh. Tous les enseignants, des élèves, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, preuve que le caractère Tifinagh est très facile à apprendre. Il y a même des adultes qui ont été arrivés à apprendre Tifinagh dans une matinée. Par exemple, on fait des formations, par exemple, pour les associations, parce que c'est très pratique, c'est très facile, et ça ne prend pas beaucoup de temps pour transcrire un texte facilement.
Le problème de Tifina par rapport à la transcription latine, c'est évoqué par certaines associations déjà au niveau du Maroc, en précisant que pour l'universalisation de la mazir, il faut qu'on passe par la transcription latine, mais la symbolicité de Tifina reste très profonde, elle remonte dans l'histoire, il est très symbolique et donc là il reste en tant que caractère officiel qui représente la mazirite en général. Et nous, en tant que des Amazirs, on est fiers de savoir que notre langue a sa propre caractère. Au contraire, qu'on emprunte un caractère pour écrire. Même l'arabe a emprunté l'arménien pour écrire. C'est pas c'est pas sa propre caractère. Donc, à mon avis, je sais pas, pour les gens qui ont encore des doutes qui concernent la transcription par le caractère final, ça pose problème. À mon avis, il faut juste faire un essai et voir est-ce que ça bloque ou non. Sinon. Ça bloque. Écrire en latin, pour compléter un peu ta réponse, Moustapha, il y a des méthodes pédagogiques qui ont été élaborées justement par les chercheurs linguistes. Beaucoup d'ouvrages ont été édités. Mariam Demnati a beaucoup travaillé là-dessus en tant que pédagogue, et même moi qui ai grandi ici en France, c'est quelque chose que je découvre. Il y a des ouvrages qui ont été faits pour des enfants, il y en a pour les adultes, donc cette méthodologie pédagogique permet justement à chaque niveau de pouvoir apprendre facilement le Tifina. D'ailleurs, on en a à disposition à l'association pour info. À propos je commence à la partie finale. J'ai assisté à une conférence qui a été donnée par une dame, chercheur marocain qui est à l'IRCAM. Je ne me rappelle plus de son nom, mais elle avait dit quand même quelque chose que j'ai trouvé d'intéressant. C'est qu'au niveau de l'IRCAM, bon, ils ont choisi les caractères Tifina de façon officielle, mais ils apprennent les autres systèmes de transcription, aussi bien en caractère latin qu'en caractère arabe. Et je trouve que c'est une bonne voie, parce que on a des documents historiques qui sont écrits en caractère arabe, qui sont des textes berbères, donc écrits en caractère arabe. On a d'autres qui sont écrits en caractère latin, et dans le cadre de l'enseignement, on a besoin d'accéder à ces textes pour pouvoir les comprendre, les enseigner et continuer la recherche dans ces domaines. Donc, c'est bon. Et il a dit aussi une chose importante, c'est qu'ils s'est rendu compte, dans le cadre de ces prospections, de ces visites dans des écoles, que les élèves, des petits-enfants, c'est des choses auxquelles ces chercheurs-là n'avaient pas pensé auparavant, mais c'est que sur le terrain, ils se sont rendus compte que ces élèves-là étaient fiers d'avoir des caractères à eux, qui ne sont ni arabes ni latins. Donc il y a cette espèce de fierté qui leur donne l'envie, justement, d'apprendre, de découvrir leur patrimoine. Donc pour ça, je trouve que le choix fait par l'IRCAM est un choix judicieux et intéressant. Mais moi, je voudrais revenir sur autre chose, parce que tout le débat, depuis qu'on a commencé, aussi bien l'intervention que les Hussein, que celle de la salle, portait toujours au niveau des demandes. On demande à l'État, on demande les lois, etc. Bon, on sait que les lois valent ce que valent ceux qui les appliquent. Il n'y a pas de miracle là. On peut trouver faire la meilleure des lois du monde, mais à partir du moment où on la met entre de mauvaises mains, ça deviendra une mauvaise loi. Et inversement. Donc la loi, pour moi, c'est secondaire. On sait d'autre part que tous les pouvoirs
politique du monde berbère sont contre cette culture berbère. Donc quand ils ont cédé, aussi bien en Algérie qu'au Maroc, en disant langue nationale ou langue officielle, ce n'est pas de bonne grâce, ce n'est pas parce qu'ils veulent développer la culture berbère, c'est parce que, de mon point de vue, c'est qu'ils ne voulaient pas être pris en étau entre deux oppositions, c'est-à-dire l'opposition berbère et l'opposition islamiste. Donc ils se sont dit, on va stériliser l'opposition berbère en leur donnant un os arrangé, et on va s'occuper on va voir comment régler le problème islamiste. Pas pour l'éradiquer, mais comment travailler avec lui surtout. Comment essayer de l'avoir dans son giron. Parce que pour l'éradiquer, aucun ne veut l'éradiquer, vraiment. Donc, pour moi, la chose la plus importante, j'ai posé la question sur les associations. Pour moi, c'est un élément très important, les associations. Et ce n'est pas important parce qu'elles vont demander au pouvoir de les reconnaître non. De reconnaître leur existence, de leur reconnaître le droit d'activer sur le terrain, d'accord? Mais pour le reste, moi je voudrais que ces associations-là fassent du travail de sensibilisation auprès de la société berbère pour qu'elle aille à la recherche d'elle-même. Parce que, par exemple, aujourd'hui, moi, si j'ai appris le kabyle, je l'ai appris grâce à ma mère. C'est ma mère qui me l'a transmis. Mais ma mère n'était lettrée ni en arabe ni en français. C'était mon seul moyen de communication avec elle. Or, aujourd'hui, les femmes sont lettrées, soit en arabe, soit en français. Et les femmes berbères aujourd'hui, à 99%, elles parlent en arabe ou en français à leurs enfants. Et cette langue, si elle n'est pas tétée au sein de leur mère, elle ne peut pas être apprise par les enfants correctement. Ça, c'est un problème auquel les associations doivent sensibiliser la population. Un deuxième travail que peuvent faire les associations, qui est très important, c'est de récupérer tout ce patrimoine qui est en train de se perdre. Je l'ai dit en Algérie, comme ça, un groupe d'associations. J'ai dit, aujourd'hui, on a des moyens développés. Avec un portable, on peut enregistrer un vieux. On va en discute avec un vieux, à bâton rompu. On discute de n'importe quoi. Il peut raconter ce qu'il veut. Au lieu de dire c'est un vieux, il est périmé, eh ben moi je l'écoute. Il va me raconter ce qu'il veut. Dans tout ce qu'il va me raconter, je peux récupérer du vocabulaire. Je peux récupérer un métier perdu. Je peux récupérer de l'histoire, quelque chose dont les livres n'ont pas parlé, etc. Voilà le travail en profondeur qu'il est important de faire. Mais quand on a passé notre temps à revendiquer, donnez-nous, et en attendant, en tournant rond, on ne fait rien, eh ben, je pense qu'on n'irait pas loin avec ça. Voilà. C'est ce qu'on fait maintenant, les associations. Moi, je trouve je pense que le travail de la sensibilisation à la langue et à la est très important pour que notre langue et notre culture restent toujours là, et que la transmission intergénérationnelle est très importante. Mais là, elle est menacée par le fait que les femmes ne la transmettent pas, et par le fait aussi de la mondialisation. Oui, justement. Même les autres langues, le français, quand on voit comment les gens écrivent les SMS, bon, par exemple pour la langue française, etc. Donc, il n'y a pas que notre culture qui est menacée. Oui, c'est à partir, voilà. C'est à partir de cela que nos revendications s'inspirent, parce que là, à travers l'école, on peut beaucoup compter sur l'école pour la transmission de la langue, parce que là, quand l'école fait également son rôle, on pense que même les enfants qui ont perdu leur langue maternelle à travers la famille, donc ils peuvent récupérer la langue à travers l'école. Donc
Mais les revendications, à mon avis, sont nécessaires, sinon on n'aura jamais l'officialisation de la Mazir au Maroc. C'est grâce aux revendications des militants Mazir depuis les années 80, les années 60 et les années 70 que on a l'officialisation de la Mazir. C'est pas une don gratuite, donc ça relève dans toute une génération. Il y a même des gens qui ont beaucoup se faire pour en tant que militants à l'époque. Donc par contre, à mon avis, le travail de sensibilisation doit être un travail continu et permanent pour que la Mazir soit toujours là. Je pense que vous avez cité également le fait d'avoir des conversations, par exemple, avec les gens âgés, et c'est à partir de là qu'on peut récupérer un lexique traditionnel très riche. Donc on a les travaux sur le terrain également sont souhaités dans les montagnes, et ça c'est un travail que devraient faire les universitaires maintenant. Il y a l'université. Et par exemple, au Maroc, les universités maintenant sont tous invités à créer des départements de la langue et la culture amazigh, et par la suite il y aura des recherches qui peuvent, les étudiants peuvent faire des recherches dans ce sens-là et chercher la langue ou les périodiques. Donc moi je pense que le travail de l'enseignement, le côté de l'enseignement, soit au niveau de l'école, soit à l'université, et c'est tout dans ce sens-là. Sinon, restons que... Parce que le travail des associations, avant tout, c'est un travail de plaidoyer pour... on ne peut pas rester avec un vide juridique, parce que là, comment une association peut, par exemple, bénéficier des fonds de l'État en organisant une activité sur la Mazir. Donc, en se basant sur un instrument juridique pour faire des activités dans ce sens. J'espère que c'est clair mon idée. Donc, je vous partage l'idée, mais le travail de plaidoyer il est nécessaire. Quoi. Donc, oui, mais il y a. C'est pas au niveau national, mais au niveau international, il faut faire toujours un peu. Le plus important, c'est. Ça va en parallèle. Il faut qu'on fasse un travail à la base par nous-mêmes. Là, d'ailleurs, on peut la laisser. Ouais, même ce débat-là, je me rappelle à un certain moment, il y a un débat, donc il dit que la Mazir travaille uniquement sur le côté culturel, et il y a même qui disent maintenant la Mazir, il ne faut pas qu'elle soit une affaire culturelle, il faut qu'on travaille la Mazir sur à la fois au niveau culturel et au niveau politique. Donc c'était un débat des années 90. Maintenant, tout le monde se met d'accord qu'il faut attaquer le politique pour applaudir à leurs revendications et pour la jouissance des droits des Amazirs enfants. Mais quand on remet en valeur cette culture berbère, ce patrimoine berbère, et qu'on a un matériau concret, ça aide les politiciens à revendiquer. C'est un argument. Oui, voilà, c'est un argument solide. Parce qu'il y a le support du peuple, si la population soutient réellement, et il y a le patrimoine humain qui est là, par exemple. Donc, voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne va pas le jeter à la mer. Oui, voilà. Je crois que c'est aussi la sensibilisation. Moi, je sais que une activité que tu connais, c'est le festival du film Mazir de Tizi-Ouzou. Bon, moi j'habite donc Tizi Rachel, je connais beaucoup de jeunes et tout ça. Quand je leur parle du festival, ils ne sont pas au courant. Je leur dis comment ça, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un festival du film d'expression de Mazir? Non, ils ne voient pas. Je leur dis, ben voilà, il y en a un de telle date à telle date. Je ne les vois pas. J'en ai vu un de tout le groupe que j'ai eu, j'en ai vu un. Donc il y a une question de. C'est-à-dire qu'ils ont été conditionnés, hyper conditionnés par le système, par le pouvoir politique, linguistique, culturel, arabo-islamique. Donc il n'y a pas du tout ce réflexe d'aller chercher la culture, sa culture. Parce qu'en fait, c'est pas un vol, c'est tout simplement sa culture qui est en train de s'en aller. Voilà. Donc il y a un travail de sensibilisation, c'est ce que les associations font ici en France, des ACB, mais c'est pas suffisant, parce que c'est à l'extérieur. Donc il faut que ça se fasse à l'intérieur, dans le pays même. Voilà, c'est le rôle de la famille, bien sûr. Bon, pour moi, c'est trop tard. Moi, je suis venu en France en 61, je parle français, je parle le kabyle, mais je suis moins pointu
Et certains, voilà quoi. Mais voilà, il y a un travail à faire. Non, ça fait un moment que j'ai le micro. Non, je disais que j'ai oublié la question que je voulais poser. Non, donc, il est vrai que le travail associatif quand même est très important, mais l'officialisation juridique est encore beaucoup plus. Seulement en ce qui concerne l'officialisation de la Mazir au Maroc, si aujourd'hui cette loi intervenait, est-ce que ça ne serait pas trop tôt aujourd'hui? Parce qu'il faudrait commencer vraiment par l'enseignement. Donc, il faut que les gens lettrés en amazigh soient très très importants. Si l'arabe aujourd'hui est vraiment la langue officielle, c'est parce que 99%, de toute façon, je vais dire seulement 95% des gens parlent arabe et écrivent arabe. Non, ils parlent arabe algérien, arabe marocain, mais c'est pas l'arabe. Pardon? Non, mais tous les documents, non, mais je veux dire, c'est l'arabe dialectal. Non, c'est pas. Non. C'est l'arabe dialectal, d'accord. Exactement. C'est uniquement une certaine classe sociale. Exactement. De toute façon, non. Non, mais Moi, j'ai appris en France, l'arabe dialectal. Exactement, ce que je vois, c'est que par rapport aux gens qui écrivent, de toute façon, qui s'expriment en tifina, hein, et ceux qui s'expriment en français ou en arabe au Maroc, il y a une grande différence. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment développer l'enseignement de tifina, de l'amazigh, de toute façon, avant de pouvoir avoir une loi qui puisse vraiment officialiser, donc à égalité, quoi, disons, avec l'arabe. Moi je pose la question, je dis de toute façon, est-ce que aujourd'hui c'est ça, hein, je la repose, de toute façon c'est faux. Voilà, est-ce que si la loi donc qui définit l'officialisation de l'amazigh au Maroc intervenait aujourd'hui, est-ce que elle serait efficace? Oui, elle serait efficace, il sera un appui juridique pour l'amazigh de façon générale, donc, parce que les opposants de la cause amazigh au Maroc se basent sur par exemple, ils ne veulent pas que, par exemple, l'amazigh soit intégré les politiques publiques de façon générale. Vous savez, il y avait le combat du média pour la Chine amazigh, il y avait le combat d'enseignement qui continue jusqu'à nos jours. Mais il y a toujours un vide juridique. Le vide juridique, c'est un frein pour le plaidoyer pour la majorité en général. Ça d'une part. Mais avoir une loi également, ça va nous permettre à conquérir l'arabe dans tout le monde. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Par exemple, quand il y avait l'apparition de la nouvelle constitution, tout d'un coup, les jeunes chercheurs de l'Arkham se réunissaient faire une traduction de la nouvelle constitution en amazigh, en prouvant que l'amazigh a toutes les compétences pour intégrer tous les domaines. Sachant qu'en fait que quand est-ce que j'ai parlé de la loi organique, c'est juste pour compléter l'article 5 de la Constitution. Mais les revendications seront toujours là, la société civile va toujours faire la veille et la pression pour acquérir, parce que, comme monsieur avait signalé tout à l'heure, c'est pas la loi qui va faire la chose, c'est juste la loi, il nous assure juridiquement, quoi. Donc, moi je pense que la nécessité de cette loi organique qui concerne le caractère officiel de l'amazigh est très importante pour déjà la société civile et pour obliger les institutions publiques, les pouvoirs publics à intégrer l'amazigh dans les politiques publiques de l'État. Parce que maintenant, tous les ministères, tous les départements s'intéressent à écrire l'amazigh en tifina, leurs tableaux, leurs en-têtes, mais ils ne s'intéressent pas à écrire leurs textes, par exemple, les textes officiels en amazigh. Maintenant, c'est CNTH qui s'intéresse dernièrement, le Conseil national des droits de l'homme. Par exemple, ils ont demandé, par exemple, de faire traduire une déclaration du président de CNTH auprès du Parlement en amazigh. Donc, ils ont fait
Donc, une version en arabe et une version en amazigh. Il y a pas mal d'institutions qui s'intéressent maintenant à l'amazigh, mais dans le public, qui veulent vraiment écrire ou bien transcrire leur texte en caractère téfinard et en amazigh. Pourquoi? Parce que déjà dans la Constitution, c'est déclaré le bilinguisme officiel, il faut que les hommes pratiquent, quoi. Impliquer ça, c'est important. Et non pas indiquer nos cartes dans les villages, parce que loi est une loi et un individu pourra pratiquer cette loi à son calibre ou à son club. Ben oui, je veux que mon village soit écrit en lui pour prendre. Il y a aussi une autre revendication importante qu'on oublie, c'est la refonte de tout le système éducatif, aussi bien en berbère qu'en arabe, enfin l'enseignement en général. Parce que je me rappelle en 78, quand Mustafa Al-Sharaf a été nommé ministre de l'Éducation en Algérie, il a publié une série d'articles sur le système éducatif, où il a remis en cause la façon d'enseigner en Algérie. Et il n'était pas contre l'arabisation. Au contraire, il a dit qu'il fallait l'enseigner autrement. Ce qui a provoqué l'ire des arabisants, de tous les arabisants du pouvoir, qui se sont dressés contre lui et ils ont bloqué son système éducatif. Pourquoi? Parce qu'en gros, dans ce qu'il disait dans ses articles, il disait « j'ai envie de former un Algérien qui pense ». Et un Algérien qui pense est forcément quelqu'un qui n'arrange pas le pouvoir. On veut former des Algériens, des Marocains qui applaudissent, mais pas qui pensent. Voilà. Donc, il faut penser, justement, militer pour la refonte de tout le système éducatif. Parce que le système éducatif, chez nous, il est maintenant calqué, l'enseignement public est calqué sur l'école coranique. Apprends par cœur, ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu apprends par cœur comme Badarayou, tu apprends le sorat, je ne sais pas quoi, Afadha par cœur, tu la répètes, tu n'as pas le droit de la discuter parce que c'est la parole de Dieu. Et par extension, tout ce que dit le maître en maths, même en maths, ils arrivent à te dire deux parallèles ne se rencontrent jamais, sauf si Dieu le veut. Ben, si Dieu le veut, c'est que des parallèles. Donc, voilà. Il faut sortir de là. Il faut arriver à un enseignement où on apprend à l'enfant d'abord à avoir l'esprit critique, à réfléchir par lui-même, deuxièmement, à développer son esprit créatif. S'il crée des choses, il faut l'encourager à créer davantage. C'est comme ça qu'on peut former un peuple conscient, mais un peuple opposant, hélas, à tous les pouvoirs en place. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour vos interventions et nous remercions notre invité pour cette intervention de qualité. Il faut savoir qu'il y a les mouvements au Maroc sont composés de juristes et d'avocats qui ont déjà présenté des projets de loi, notamment l'Observatoire amazigh de la liberté, le réseau ASTA. Ces projets de loi ont été écartés, donc on a l'impression qu'il faut, en clair, que le roi ordonne, que le roi ordonne l'application de cette loi organique pour qu'elle voie le jour. Je vous remercie pour votre présence. Voilà, merci.